Madame, Monsieur, bonjour. Grand Angle reçoit les députés de la Loire. Les invitations se lancent au fur et à mesure. Deuxième député sur le plateau de Grand Angle, il s'agit du député de la première circonscription de la Loire, la circonscription de Saint-Étienne-Nord, conseiller général également, et depuis seulement quelques jours, secrétaire fédéral du Parti socialiste de la Loire. Mon invité de cette semaine est Régis Juanico. Bonjour. Bonjour. Régis Juanico, je le disais, revenons avant tout sur l'actualité, votre actualité. Vous venez donc d'être élu avec un peu plus de 73%, premier secrétaire de la Fédération de la Loire du Parti socialiste. Régis Juanico, vous semblez devenir une personnalité incontournable du Parti socialiste dans la Loire, peut-être même la personnalité peut-être la plus puissante du PS dans la Loire. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Non, je ne présenterai pas les choses comme cela. Moi, j'ai été élu, certes, avec un score tout à fait important, 73%. Je pense que c'est surtout, ça traduit le fait que les militants socialistes ont aussi adhéré à un programme de ce que l'on veut faire pour le Parti socialiste dans ce département. Donc j'ai toujours dit, de toute façon, que moi, ayant déjà des mandats électifs importants, parlementaires, conseiller général aussi dans le département de la Loire, je concevais mon rôle à la tête de la Fédération du Parti socialiste de la Loire comme un animateur. Donc je souhaite animer une équipe, faire en sorte aujourd'hui que les élus travaillent bien ensemble au niveau du Parti socialiste dans la Loire, et puis aussi qu'on ait un Parti socialiste qui se développe, notamment là où il est absent dans le département, qui partent à la conquête de nouveaux objectifs électoraux dans les prochaines années. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qui a bien marché dans ces élections. Maintenant, je ne suis pas plus incontournable que d'autres élus socialistes dans ce département. Nous formons une équipe complémentaire. Prendre un poste de premier secrétaire fédéral du Parti socialiste dans la Loire, cela a l'air d'être, en tous les cas, moins difficile ou moins contesté que de devenir la première secrétaire nationale du Parti socialiste. Ces affrontements, Régis Juanico, avant et même après le congrès de Reims, ne viennent-ils pas, selon vous, mettre à mal votre travail sur un plan local ? Il faut bien voir que Solferino et Paris, ce n'est pas la Loire. Donc c'est deux mondes, j'ai envie de dire, bien différents, mais c'est vrai que nous avons donné l'image collectivement au niveau national depuis maintenant plusieurs mois d'un Parti socialiste divisé, déchiré dans des querelles de personnes, et donc je pense qu'il n'était pas tourné vers les préoccupations des Français. Bon, je pense que cette période-là est maintenant révolue, et derrière nous, je crois que avec l'élection maintenant confirmée de Martine Aubry, certes, avec un écart serré, avec un faible écart avec Ségolène Royal, maintenant le fait de confirmer cette élection-là fait qu'aujourd'hui, nous sommes de nouveau en état de marche, de nouveau en ordre de bataille, et nous allons pouvoir dans les prochaines semaines, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau national, avec les nouvelles équipes que nous allons mettre en place, eh bien, repartir à la conquête de la confiance de nos concitoyens. Vous souteniez Benoît Hamon, donc oui. Pour vous, Martine Aubry, c'est un moindre mal. J'ai appelé à voter pour Martine Aubry au second tour, mais simplement, moi je n'ai jamais caché effectivement que j'étais un des principaux soutiens de Benoît Hamon au niveau national. Je crois que dans cette campagne, d'ailleurs, c'est certainement aux yeux du grand public un des responsables socialistes qui a le plus percé en termes de reconnaissance. Il incarne à la fois au Parti socialiste l'ancrage à gauche et aussi, je crois, le changement, le fait qu'il y ait des nouvelles têtes qui apparaissent. Donc je crois que c'est quelqu'un d'incontournable aujourd'hui et qu'il aura certainement une place importante dans le dispositif de Martine Aubry. Ça veut dire que pour vous, Régis Juanico, pour 2012 les élections présidentielles, malgré l'élection de Martine Aubry, tout le monde reste qualifié pour les présidentielles. Oui, et d'ailleurs, la question qui était posée aux militants socialistes, c'était pas de désigner à l'avance notre candidat ou notre candidate pour les élections présidentielles. Rassurez-vous, il y aura plusieurs possibilités. Elles restent d'ailleurs valables pour tous. Simplement, là, ce que nous devions choisir, c'est un animateur, un cap, de nouveau, une orientation politique au niveau national. Et maintenant, c'est à Martine Aubry de donner ce cap au Parti socialiste. On revient sur le plan local, le Parti socialiste, où la gauche en général se porte bien dans la Loire, au mieux que les années précédentes. Lors des derniers scrutins municipaux, en mars 2008, la gauche a remporté les 5 plus grandes villes du département, Saint-Étienne, Roanne, Saint-Chamond, Firminy, Montbrison. C'est une situation confortable pour le premier secrétaire fédéral que vous êtes ? Et en quoi ?
Bon, en tout cas, c'est une situation nouvelle pour la gauche dans le département. Nous avons eu de bonnes séquences électorales. Ça a commencé en 2004, à la fois les élections régionales que nous avons emportées haut la main dans le département, des gains importants aussi lors des élections cantonales, lors du renouvellement de 2004. Et puis, ce mouvement s'est poursuivi aussi à travers les élections législatives, de bonnes sénatoriales aussi, je tiens à le préciser. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les gains que nous avons eus au municipal, les 5 plus grandes villes de la Loire, cela nous confère des responsabilités particulières. Alors, moi, ce que j'essaye maintenant de mettre en place avec tous les autres élus, qu'ils soient parlementaires, Jean-Louis Gagnère, Jean-Claude Frécon, qu'ils soient conseillers régionaux, qu'ils soient conseillers généraux. La synergie. Avec le groupe du conseil général, avec Jean-Claude Bertrand, et puis les maires, bien sûr, Laure de Roche, Liliane Faure, Maurice Vincent, Philippe Kizirian, c'est qu'on ait des élus qui jouent collectif dans le département, qui ne soient pas repliés sur leur commune ou sur leur fief, comme on peut le voir un petit peu à droite, où il y a plutôt des baronnies qui coexistent plutôt qu'un collectif. Et puis surtout qu'on ait sur les dossiers d'intérêt départementaux ou régionaux des élus socialistes qui parlent d'une même voix et qui puissent défendre un projet commun. Donc c'est ce à quoi moi je vais m'attaquer maintenant. C'est donc ce qu'on appelle un animateur. Exactement. Vous êtes donc député de la Loire et ce depuis 2007 au sein du groupe socialiste radical et citoyen. Un sujet vous préoccupe particulièrement, Régis Juanico, certainement parce que vous avez été chargé de mission à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et ce pendant 3 ans. C'est donc le thème du travail. Pourquoi cette sensibilité, pourquoi ce thème politique qui vous est cher ? Parce que les questions d'emploi, les questions de conditions de travail sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Donc c'est vrai que moi j'ai eu professionnellement une expérience pendant 3 ans sur la question de la qualité de vie au travail. J'ai beaucoup pu travailler sur cette question-là. Et donc aujourd'hui, eh bien effectivement, naturellement, je m'intéresse à ces questions-là. Elles sont au cœur des discussions, des débats que nous avons au Parlement et à l'Assemblée nationale. Depuis le début de l'année, nous avons eu plusieurs lois, alors que nous pensons être des lois de régression, du point de vue du droit du travail, qui ont été portées par le ministre Xavier Bertrand, mais c'est vrai que ce sont aujourd'hui vraiment les questions clés aujourd'hui qui préoccupent nos concitoyens. La pénibilité au travail, oui. La précarité du travail, les heures supplémentaires, le travail jusqu'à 70 ans, le travail le dimanche, il semblerait que vous ayez tous les arguments en tant que socialiste face au gouvernement pour dire que rien n'est bon dans tout cela ? Oui, d'autant plus que le contexte a radicalement changé sur le plan économique et social. Là, nous sommes confrontés à une crise, nous le savons, qui va être durable, qui est sans précédent et qui va toucher tous les secteurs d'activité. Or, ce gouvernement, il a fait un certain nombre de lois qui visent en fait à déréglementer le droit du travail, avec les heures sup, le déplafonnement des contingents d'heures supplémentaires par exemple, ou la suppression du repos compensateur. Mais il a aussi créé un certain nombre de textes qui étaient à l'origine votés à un moment où on pensait qu'on allait revenir au plein emploi. Je pense par exemple à l'offre raisonnable d'emploi, qui va jouer à contre-temps là dans les prochains mois, puisqu'on va mettre plus de pression aujourd'hui sur les chômeurs qui sont actuellement sans emploi. On va mettre plus de pression sur eux pour qu'ils retrouvent un emploi, alors que les offres d'emploi vont être plus rares et ils seront en concurrence avec d'autres. Autre exemple, aujourd'hui on va favoriser le cumul entre un emploi et les retraites. On va libéraliser les règles de cumul emploi-retraite. Donc on va pousser et inciter, favoriser les retraités à garder leur emploi plus longtemps, alors qu'il y aura plus de chômeurs qui, eux, ne pourront pas en trouver. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a une politique gouvernementale qui est à contre-temps, à contresens complet de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, accompagner notamment les secteurs d'activité en difficulté. Surtout, ce qu'il faudrait faire actuellement, c'est une politique salariale, une politique de pouvoir d'achat beaucoup plus audacieuse pour permettre à l'économie de redémarrer le plus rapidement possible. Régis Juanico, comment fait-on, comme vous le dites vous-même, c'est la crise, on sait que le marché de l'emploi est très affaibli. C'est difficile d'améliorer ou peut-être de préserver et des secteurs d'emploi vifs et des conditions de travail, même s'il faut qu'elles soient les meilleures possibles, mais il y a quand même un contexte général qui fait que cette politique gouvernementale n'est peut-être pas si facile à mener aujourd'hui. Oui, sauf que là, la politique du gouvernement, en fait, est en train de détruire de l'emploi. Donc on rajoute de la crise à la crise. Prenons les heures supplémentaires.
de la loi TEPA. Ce sont des heures supplémentaires qui ont progressivement mangé le secteur de l'intérim. Il y a très peu de création, il y a eu même des destructions d'emplois dans l'intérim ces derniers mois. Ça a été les signes précurseurs de la crise. Aujourd'hui, les employeurs, pour ne pas avoir à créer des emplois supplémentaires ou à embaucher de l'intérim, font des heures sup pour les employés en place. Mais aujourd'hui, c'est une politique qui ne crée pas d'emplois. Le travail du dimanche, qui va être une des grandes batailles sans doute, si jamais l'UMP se met d'accord, parce qu'aujourd'hui, actuellement, ils sont en train de se bouffer le nez sur cette question. Vous êtes contre, vous, Régis Juanico? Bien sûr. Pourtant, sociologiquement, le travail le dimanche, ça paraît inéluctable. Je ne dis pas qu'il faut revenir aujourd'hui sur ce qui existe. Il y a 1 million de salariés qui aujourd'hui travaillent le dimanche, soit pour des motifs d'intérêt général, les sapeurs-pompiers, les services publics à l'hôpital, les boulangers, pâtissiers, les commerces de proximité. Nous demandons d'abord, qu'ils soient vraiment payés le double le dimanche, parce que les gens pensent que les salariés qui travaillent le dimanche sont payés double. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour la grande majorité de ces salariés. Mais surtout, le danger, ça serait de généraliser le travail du dimanche, parce que là, c'est pas une question simplement de droit du travail ou d'horaire collectif de travail, c'est une question de société, une question aujourd'hui de civilisation. Quelle civilisation on veut? Est-ce qu'on veut le tout consommation, une société consumériste, c'est-à-dire le dimanche aujourd'hui banalisé, ou est-ce qu'on ne ménage pas à un moment donné dans une société des temps pour la vie familiale, la vie sociale, le sport, la vie associative, thème qui m'est très cher, effectivement, à un moment donné. Donc ça, c'est une vraie question politique et de société, et cette bataille, nous allons l'amener dans quelques jours à l'Assemblée. Je peux vous dire que nous allons y passer des jours et des nuits pour résister pied à pied. Allez, on revient dans la première circonscription pour en parler dans cette émission. Le temps s'accélère. Donc, vous représentez la première circonscription, celle de Saint-Étienne-Nord. Elle regroupe plus de 110 000 habitants sur 6 communes. Ouais. De quoi souffre ce territoire large dont vous devez défendre les dossiers au Palais Bourbon? C'est une circonscription qui est essentiellement urbaine. La plus petite commune fait 4 000, 5 000 habitants. Il y a Saint-Genélaire et il y a Saint-Jean-Bonne-Fons, Saint-Cyprien-en-Jarret. Donc ce sont quand même des communes urbaines. Donc on retrouve dans les quartiers stéphanois ou dans ces communes les problèmes, on va dire, des villes moyennes et des grandes villes. Alors ça peut être les problèmes de sécurité qu'on essaye de traiter, mais c'est surtout aujourd'hui les questions d'emploi et d'activité. On a eu très récemment, par exemple, un des premiers plans sociaux qui a annoncé la crise aujourd'hui économique et sociale, ce qui est Jean Cabi à Saint-Prix-en-Jarret. Un site qui ferme, 350 emplois supprimés, et là, la nécessité de se mobiliser avec tous les autres élus, face aux dirigeants, face au pouvoir public, pour essayer aujourd'hui de sauver un maximum d'emplois sur le terrain. Mais essentiellement dans cette circonscription, qui va être une circonscription qui va énormément changer dans les prochaines années, qui compte notamment l'hôpital Nord, où vont être regroupés tous les services hospitaliers de Saint-Étienne, mais aussi des quartiers urbains comme le Crèdroc ou Montrénaud, qui sont concernés par le programme de l'ANRU, et aussi tout un périmètre aujourd'hui qui va énormément changer dans les années à venir, autour de Geoffroy Guichard, autour du Zénith, autour de la Cité internationale du design, et sur lequel intervient l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, Château-Creux, Manufacture Plein-Achille, le secteur de Jacquard. Donc effectivement, moi je suis vraiment de très très près toutes les questions liées à la politique de la ville, à la politique de renouvellement urbain. Et puis, par rapport à ces questions-là, puisqu'on est aussi dans une zone où il y a beaucoup de complexes sportifs, j'ai cité Geoffroy Guichard à l'instant, aussi toutes les questions de sport, parce que ça a vocation aussi à devenir un grand parc urbain aussi à vocation de loisirs. C'est quasiment une vocation familiale chez les Juanico, si je m'abuse. Oui, mon père est professeur de PS. Oui. Voilà. Proposition de loi instaurant une aide au départ en vacances pour les enfants et adolescents mineurs. Oui. C'est justement une proposition de loi que vous avez faite à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est justement une difficulté que vous vivez dans votre première circonscription de la Loire ? Et ce qui a motivé cette proposition, et où en est cette proposition de loi? Non, ce qui a motivé cette proposition de loi, d'abord, c'était un engagement que j'avais pris pendant ma campagne. C'est avant juin 2007. C'est surtout le travail aux côtés des associations d'éducation populaire, comme la Jeunesse en plein air, comme la Ligue de l'enseignement, comme d'autres aussi, qui ont beaucoup travaillé sur la question du départ en vacances. Bien sûr, moi personnellement, j'ai un passé d'enfant qui a connu les centres de loisirs, les colonies de vacances, qui a été... J'étais moi-même animateur, j'ai passé mon BAFA dans les colonies de vacances, mais je pense que c'est un problème majeur aujourd'hui d'injustice sociale. C'est-à-dire aujourd'hui le fait que 3 millions d'enfants
en France ne partent pas chaque été en vacances, aujourd'hui c'est une source d'inégalité fantastique. Donc avec peu de moyens financiers, j'ai évalué à peu près cette proposition à 600 millions d'euros, en moyenne un peu plus de 200 euros d'aide au départ en vacances pour les familles concernées dans les centres de vacances, eh bien nous pourrons effectivement rétablir cette injustice-là et faire que chaque enfant qui ne peut pas partir aujourd'hui puisse partir. On en est où alors avec cette proposition de loi? Cette proposition de loi, c'est moi qui l'avais déposée, elle est devenue une proposition de loi du groupe socialiste radical et citoyen, votée unanimement. Elle est aujourd'hui soutenue par 60 organisations au niveau national, comme les Restos du Cœur, comme ces associations-là, comme le Secours Populaire. Et maintenant, j'ai l'intention de la déposer lors d'un débat qui va avoir lieu dans les prochains mois, avant l'été 2009, à l'occasion d'une niche parlementaire, ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire une possibilité de débat qui est offerte au groupe socialiste. Vous y sentez bien, Régis Juanico, à l'Assemblée nationale? Oui, très bien. Et puis, j'ai eu l'occasion depuis maintenant un peu plus d'un an de m'investir sur de nombreux sujets, que ce soit l'emploi, que ce soit l'éducation, l'enseignement supérieur, qui est un des grands thèmes aussi sur lesquels je fais avancer les dossiers de Saint-Étienne et de l'université Jean Monnet. Et puis, donc, moi, je me suis investi à fond et je trouve qu'effectivement, c'est un travail qu'il faudrait revaloriser. Alors, on y reste, justement, au Palais Bourbon. On n'a plus que 4 minutes. Vous êtes également membre de la délégation à l'Assemblée nationale, donc pour l'Union européenne, qui est devenue une commission. C'est ça? Oui, qui est devenue une commission depuis la révision de la Constitution de juillet. Diriez-vous que la présidence de l'Union européenne, assurée par la France et par Nicolas Sarkozy, a été une bonne présidence de l'Union européenne? Comme d'habitude avec Nicolas Sarkozy, je pense qu'il y a beaucoup de paroles. Et ensuite, dans les actes, c'est un autre scénario qui s'est écrit depuis maintenant un peu moins de 6 mois. C'est vrai qu'il a eu fort à faire, je pense à la question de la Géorgie, au niveau des conflits armés, la crise économique et sociale, même si on a pu progresser, je pense, de façon pragmatique, parce que vous savez qu'au début de la crise, il y a eu une réaction un peu en ordre dispersé de tous les pays européens. C'était pas facile de se mettre d'accord sur un plan de sauvetage des banques, par exemple. On y est parvenu, ça c'est plutôt bien. Par contre, on voit qu'on a du mal aujourd'hui à avoir des outils adaptés au niveau européen, de régulation, de relance. Je parlais tout à l'heure de plan de relance sur le plan financier, le plan économique. Par exemple, on ne peut pas emprunter aujourd'hui au niveau européen pour faire des grandes infrastructures. Et on voit bien aujourd'hui quand même qu'il y a encore des tiraillements, notamment entre l'Allemagne et la France. Donc je dirais que c'est une présidence en demi-teinte et on a très très peu progressé sur un chantier majeur qui est le chantier social. Prochaines élections européennes, elles auront lieu du 4 au 7 juin 2009, avec donc des millions d'Européens qui vont voter. Petite question anecdotique, puisque vous aimez l'Union européenne et cette question-là. Est-ce que vous pourriez être candidat à la députation européenne ? Non. Par contre, je serai un des animateurs de la campagne, bien évidemment, naturellement, dans la Loire de la campagne européenne, un relais, puisque vous savez que c'est une élection qui se fait par grande circonscription. Donc, on est dans la région sud-est, avec la région PACA et avec la Corse. Et donc, nous sommes regroupés dans ce vaste secteur-là. Donc bien sûr que nous relayerons la campagne. Moi je ne serai pas candidat, bien évidemment. J'ai mon mandat de parlementaire, de député, que je veux mener bien sûr à mon terme. Et donc je serai simplement un animateur. Régis Juanico, autre scrutin, 2011, vous êtes conseiller général de la Loire, nous n'aurons pas le temps d'en parler là sur ces grands dossiers ligériens, mais là aussi le scrutin va approcher, vous serez en renouvellement éventuellement de mandat en 2011, question simple et efficace aussi, là aussi pensez-vous briguer de nouveau un mandat? Moi je suis très attaché à ce mandat de conseiller général pour la simple et bonne raison que c'est comme le mandat de député d'ailleurs, un mandat de proximité, d'élu de proximité et en même temps un mandat où la légitimité est très forte parce que c'est un scrutin uninominal. On est élu sur notre nom et pas sur une liste. Donc j'ai été conseiller général avant d'être député, c'est les mêmes secteurs géographiques, donc assez naturellement j'aurais tendance à vous dire je serai candidat. Maintenant simplement la seule incertitude que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, c'est les règles du jeu. Nous ne savons pas ce que sera la réforme de la carte territoriale que va annoncer Sarkozy début 2009 et nous ne savons pas au niveau des régionales et des cantonales, c'est-à-dire des élections au niveau du département, quelles seront véritablement les règles du jeu et quel sera le calendrier. Mais si effectivement les règles du jeu sont maintenues pour le Conseil général, pour le département, je serai candidat à nouveau. Très court, Régis Juanico, si la Loire perd de représentativité, perd un député, c'est un drame pour le département en termes de représentativité au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale.
je ne sais pas si c'est un drame en termes de représentation. Il y a des règles démographiques. Donc 740 000 habitants pour la Loire, c'est les chiffres de l'INSEE. Ça fait que 6 députés, ça n'en fait pas 7. Même à 10 000 habitants près. Maintenant, il va y avoir un remodelage des circonscriptions. Moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de tripatouillage ou de charcutage électoral à cette occasion de la part du gouvernement et de sa majorité. Merci Régis Juanico d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.